Un meurtre laisse perplexe même les enquêteurs les plus expérimentés. C'était un lieu de crime absolument horrible. Un crime qui présente peu d'indices. Il n'y avait aucun signe de bagarre. Est-ce un crime sexuel commis par un amant éconduit? Son corps était placé dans une position très suggestive. C'est difficile d'imaginer une chose aussi horrible. Jusqu'à ce que les propos d'un homme trahissent un mobile tordu et un meurtrier au passé trouble. Un corps est complètement calciné. C'était impossible d'identifier la victime. Mais un matériau de construction particulier fournit un indice. Ce plâtre était différent. Je me demandais ce que c'était, je n'avais jamais vu ça. Mais qui est la victime et qui souhaitait sa mort? Il fallait que j'interprète artistiquement ce que le feu avait détruit. Avec ses longues plages de sable blanc et son climat subtropical, Jacksonville, en Floride, est l'endroit rêvé pour fréquenter l'université. C'est du moins l'avis de Corey Parker, une jeune femme de 25 ans habituée aux rudes hivers de sa ville natale de Rochester, dans l'État de New York. Corey était très belle. Elle était très grande et elle avait du charisme. On adorait faire des soirées entre copines. On louait des films et on passait du temps chez elle. Corey paye ses études en travaillant comme serveuse. Pendant le congé de l'Action de grâce de sa première année universitaire, elle ne se présente pas au travail. Ses collègues se font du souci. Ils se sont doutés qu'il y avait un problème. Le gérant a demandé à l'un des cuisiniers d'aller jeter un coup d'œil chez elle. La porte de son appartement est verrouillée, mais son collègue regarde par la fenêtre et voit son corps sur le lit, couvert de sang. Jamais on n'avait vu un lieu de crime aussi horrible dans le comté. Il y avait du sang partout dans sa chambre. Et son corps était complètement recouvert de sang, comme s'il avait été peint en rouge. Le meurtrier a maquillé la scène. Le corps de Corey était placé dans une position très suggestive. Elle était nue, les jambes écartées. Tout portait à croire que le mobile du crime était sexuel. Le meurtrier voulait peut-être se moquer des policiers. Son corps avait été manipulé. Il y avait des traînées de sang faites avec les mains partout sur son corps. De toute évidence, le meurtrier avait pris son temps. Étrangement, l'autopsie ne révèle aucun signe d'agression sexuelle. Corey Parker a été poignardé 101 fois. De ce nombre, 54 coups de couteau lui ont été assénés après sa mort. Selon les enquêteurs, ce genre de violence excessive témoigne d'une relation entre la victime et son meurtrier. Les policiers apprennent que la veille de sa mort, Corey a passé la soirée dans un bar avec des amis. Selon des témoins, elle est partie vers 1h. Les vêtements que la jeune femme portait ce soir-là sont soigneusement pliés au pied de son lit. On savait qu'elle s'était préparée avant de se mettre au lit et qu'elle avait eu le temps de se coucher. On savait donc qu'elle avait été attaquée après s'être mise au lit. Soit le meurtrier l'avait attendue, cachée dans la garde-robe de sa chambre, soit il s'était introduit dans l'appartement après elle. Les enquêteurs trouvent un briquet Zippo plaqué or dans la chambre de Corey. Même si la jeune femme fumait, ses amis ne le reconnaissent pas. On tente de relever des empreintes digitales sur le briquet, mais en vain. Tout le monde était convaincu que ce briquet n'appartenait pas à Corey Parker. Dans la cuisine de l'appartement de Corey, les policiers découvrent une tache de sang sur le comptoir, près de l'évier, de même que du sang sur le rebord de la fenêtre juste au-dessus de l'évier, à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà qui laisse croire aux enquêteurs que le meurtrier s'est glissé dans l'appartement par la fenêtre de la cuisine et qu'il en est ressorti par là.
Selon nous, le meurtrier ne s'est pas introduit par la porte d'entrée en raison de la lumière allumée à l'extérieur. La fenêtre de la cuisine lui permettait d'entrer et de sortir de l'appartement dans l'obscurité. Le registre des appels de Corey révèle qu'un ancien collègue, Eric Jones, 27 ans, l'a appelé à maintes reprises avant sa mort. Il invitait Corey à sortir depuis un bon moment et elle refusait toujours. Des employés du restaurant nous ont raconté qu'il était obsédé par Corey. Il n'arrêtait pas de lui parler au travail et il essayait de la convaincre de sortir avec lui. Eric Jones n'a aucun antécédent judiciaire, mais son comportement est étrange lors de son interrogatoire. Non seulement a-t-il avoué qu'il souffrait d'un trouble psychologique, mais il a raconté aux enquêteurs qu'il nourrissait le fantasme de violer et de tuer des femmes. Évidemment, ces propos ont éveillé davantage leurs soupçons. Il a décrit les fantasmes sexuels qu'il avait au sujet de Corey, et certains étaient violents. Il pousse même l'audace jusqu'à raconter aux enquêteurs comment il aurait assassiné Corey s'il en avait eu l'occasion. Il leur a expliqué qu'il lui aurait rapidement tranché la gorge pour éviter qu'elle appelle à l'aide. Sa description correspondait suffisamment à la réalité pour alerter les enquêteurs. Le médecin légiste qui pratique l'autopsie de Corey Parker ne trouve aucun signe d'agression sexuelle. Selon lui, Corey a été poignardé à plus de 100 reprises. Ses mains et ses bras sont tailladés, preuve qu'elle s'est débattue avec vigueur. Selon notre hypothèse, Corey Parker s'est battu avec l'énergie du désespoir pour ne pas se faire violer. Les enquêteurs trouvent plusieurs cheveux dans les mains de Corey. L'un d'eux a une racine intacte. Comme le cheveu avait encore sa racine et qu'il n'appartenait pas à la victime, on a présumé qu'elle l'avait arraché à son agresseur. Les analyses de l'ADN révèlent que le sang dans la cuisine provient du même individu que le cheveu dans la main de Corey. Étonnamment, ce profil génétique ne correspond pas à celui du principal suspect, Eric Jones, le collègue de la victime dont le comportement est pourtant bien étrange. On peut dire qu'il était psychologiquement instable à ce moment-là. Et il ne prenait pas les médicaments qu'on lui avait prescrits pour traiter sa maladie mentale. Je crois qu'il était profondément perturbé au moment de son interrogatoire. L'ADN découvert dans l'appartement de Corey ne correspond à aucun profil génétique inscrit dans les banques de données criminelles de l'État et du pays. Au fil de leur enquête, les policiers apprennent que la victime commençait tout juste à fréquenter un autre homme, David Wilt. Cependant, ce dernier est rapidement écarté de la liste des suspects. Il n'était pas en Floride, il se trouvait chez ses parents pour l'Action de grâce. Son alibi était solide. Les enquêteurs interrogent tous ceux à qui Corey a parlé au bar Ritz le soir de son meurtre. La plupart d'entre eux sont partis avant Corey. Mais une amie, Tiffany Smith, a tenu compagnie à Corey jusqu'à 1 heure. Elle raconte aux policiers qu'elles ont toutes deux quitté le bar en même temps et qu'elles sont parties chacune de leur côté dans leurs voitures respectives. Mais Tiffany a dit à des amis que ce n'était pas le dernier contact qu'elle avait eu avec Corey ce soir-là. Elle a raconté qu'elle avait appelé Corey sur son téléphone cellulaire vers 2 heures et que son ami avait répondu. Elle a ajouté que Corey dormait à ce moment-là. Elle lui a demandé ce qu'elle faisait et son ami lui a répondu qu'elle dormait. Tiffany raconte également à des amis qu'elle s'est rendue chez Corey vers 4 heures cette nuit-là et qu'elle a frappé à la porte de son appartement. N'obtenant aucune réponse, elle est partie. Cette déclaration révélait qu'elle était sur le lieu du crime à peu près à l'heure présumée de la mort de Corey. C'est ce qui a éveillé nos soupçons. Mais en vérifiant le registre des appels du téléphone cellulaire de Tiffany, les enquêteurs font une étonnante découverte. Tiffany n'a pas appelé Corey après avoir quitté le bar. Les enquêteurs se sont évidemment demandé pourquoi elle affirmait avoir appelé Corey, alors qu'ils savaient pertinemment que c'était faux.
Mais pourquoi Tiffany invente-t-elle cette histoire? La rumeur courait qu'elle était peut-être attirée sexuellement par Corey. Sans en faire tout un plat, Tiffany m'avait déjà confié qu'elle était bicurieuse. Tiffany éprouvait une profonde affection pour Corey. Tiffany dévoile même à des amis des détails au sujet du lieu du crime qui n'ont pas été divulgués au public. Elle a décrit avec justesse l'état du corps de la victime et des lieux, sans même avoir vu de photos ou de reconstitution. Ça leur a mis la puce à l'oreille. Je trouvais ça très étrange qu'elle connaisse des détails sur la façon dont Corey avait été tué. Tiffany nie toute implication dans le meurtre. Mais quand on lui demande de fournir un échantillon de son ADN, elle refuse. Quand elle a refusé de fournir un échantillon d'ADN, les policiers se sont dit qu'elle avait quelque chose à cacher. Même si l'amie de Corey Parker, Tiffany Smith, clame son innocence, elle a fait de fausses déclarations à la police au sujet de ce qui s'est passé la nuit du meurtre. Sans oublier qu'elle refuse de fournir un échantillon de son ADN. En fait, elle s'est elle-même placée sur le lieu du crime dans l'une de ses déclarations. Mais les scientifiques découvrent un indice surprenant dans l'échantillon sanguin laissé par le meurtrier. Il présente le très révélateur chromosome Y, ce qui indique qu'il s'agit inévitablement du sang d'un homme. On a obtenu le profil génétique d'un homme à partir de l'échantillon sanguin prélevé au point d'entrée ou de sortie de l'appartement. On était confiant qu'il s'agissait de l'ADN du meurtrier. Tiffany est donc écartée de la liste des suspects. Les enquêteurs se sont dit que Tiffany mentait pour participer à l'enquête et se donner plus d'importance qu'elle n'en avait vraiment. Les enquêteurs se doutent que Tiffany a appris des détails sur le lieu du crime auprès d'un ami qui travaillait comme ambulancier. Ils doivent désormais envisager la possibilité que le meurtre de Corey soit un acte gratuit commis par un homme qui vouait une haine viscérale aux femmes. Les policiers recueillent les échantillons d'ADN de 38 hommes, collègues, compagnons d'études, ex-petits amis, mais en vain. J'avais peur qu'il n'arrive jamais à élucider le mystère. Je savais que plus le temps passait, plus les enquêteurs auraient du mal à résoudre le crime. 18 mois s'écoulent. Les policiers mènent toujours leur enquête en fouillant dans les dossiers et en relisant les interrogatoires. En espérant découvrir de nouvelles pistes, ils offrent une récompense en échange de tout renseignement menant à une accusation. La stratégie porte fruit. Des employés d'un restaurant de grillades situé à quelques kilomètres de l'appartement de Corey Parker ont appelé les policiers pour leur raconter qu'un collègue, Robert Denny, s'est comporté de façon suspecte après le meurtre de la jeune femme. Il semblait bouleversé, il pleurait. Un jour, il s'est présenté au restaurant et leur a dit que son fils était mort dans un accident de voiture au Texas et qu'il devait s'y rendre. Les collègues de Denny ont fait preuve de générosité en amassant de l'argent pour qu'il puisse rentrer au Texas pour assister aux funérailles de son fils. Après avoir amassé l'argent nécessaire, le propriétaire du restaurant est allé remettre la somme à sa sœur, qui lui a appris que Robert Denny n'avait pas de fils et qu'il avait inventé cette histoire de toutes pièces. Mais ce n'est pas tout. Robert Denny habite dans le même immeuble que Corey Parker, avec une vue directe sur l'appartement de la victime. Robert Denny a parlé à ses collègues de cette femme qui vivait dans un appartement à l'étage au-dessous du sien. Il leur a raconté qu'il l'épiait. Il est même allé jusqu'à leur dire qu'il se masturbait en la regardant. Quand les enquêteurs décident d'interroger de nouveau Denny, sa sœur leur dit qu'il a quitté la ville. Elle l'avait mise à la porte de la maison où elle vivait avec son mari en raison de son comportement bizarre. Il passait ses nuits debout, il était accro à la pornographie. Elle a raconté à un policier qu'elle s'était déjà réveillée alors qu'il la regardait au pied du lit.
Les enquêteurs font alors une autre découverte troublante. Le frère aîné de Robert Denny purge une peine de prison à vie au Texas pour avoir poignardé une femme à 97 reprises. Corey Parker a été poignardé 101 fois. Quelles sont les chances que deux jeunes garçons d'une même famille commettent des meurtres aussi affreux et haineux? Le crime de son frère lui avait-il donné des idées? Essayait-il de l'imiter? Les enquêteurs retrouvent finalement leur suspect au Maryland, à 1300 km de Jacksonville. Robert Denny habite avec une femme mariée de 52 ans. Robert Denny avait développé une relation par courriel avec une femme mariée. Et il a réussi à la convaincre de le laisser emménager dans la maison qu'elle partageait avec son mari. Ils avaient des relations sexuelles sous le nez du mari. Les enquêteurs décident d'interroger Denny en lui faisant croire qu'il s'intéresse à une autre affaire dans l'espoir de dissiper sa méfiance. Ils lui ont dit qu'ils enquêtaient sur des allégations quant à son implication dans une bagarre survenue à Easton, au Maryland. Ils espéraient que Denny fournisse volontairement son ADN pour prouver qu'il n'avait rien à voir avec cette bagarre. Il n'était pas question qu'on quitte le Maryland sans son ADN. Mais l'opération s'avère plus complexe que prévu. Denny fume pendant son interrogatoire, mais il s'assure de conserver les mégots. Les enquêteurs lui offrent une bouteille d'eau, mais il n'y touche pas. Finalement, ils lui demandent de signer un document signifiant qu'il refuse de fournir un échantillon d'ADN. On lui a demandé de mettre la lettre dans l'enveloppe et de la cacheter. Il a refusé de cacheter l'enveloppe en nous disant « Écoutez, ça fait 3 fois que vous essayez d'obtenir ma salive. D'abord le mégot de cigarette, ensuite la bouteille d'eau et maintenant l'enveloppe. Cachetez-la vous-même. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous ?» Les enquêteurs décident donc de surveiller Denny chez lui et à la boutique informatique où il travaille. Il prend une pause cigarette toutes les 45 minutes, mais là encore, il conserve soigneusement ses mégots. Après avoir fumé, il éteignait sa cigarette et il mettait le mégot dans sa poche pour éviter que quiconque le ramasse. 2 jours plus tard, la chance sourit enfin aux enquêteurs. Peu après un bref orage, Denny sort fumer une cigarette, mais cette fois, il commet une erreur. Il marchait de long en large et tout à coup, il s'est mis à cracher sur le trottoir. Pas 1 fois ou 2, mais 6 fois. À cause de la pluie, la salive demeure à la surface de l'eau, ce qui facilite sa collecte. Et en plus, la barrière de l'eau permet de réduire la contamination des échantillons. C'était très facile de distinguer la salive. C'était aussi facile que de tester un cheveu, une tache de sang ou du sperme. Le résultat est sans équivoque. L'ADN prélevé dans l'appartement de Corey Parker est bel et bien celui de Robert Denny. La preuve était d'autant plus accablante qu'il avait toujours nié avoir mis les pieds dans l'appartement de la victime. Un autre élément de preuve incrimine Denny. Le briquet plaqué or trouvé dans la chambre de la jeune femme. Il prétend que ce n'est pas le sien, mais une ex-petite amie affirme aux enquêteurs que c'est bel et bien son briquet. Elle a reconnu le dessin gravé sur le briquet. Elle était certaine que c'était le sien. Selon les procureurs, Robert Denny était obsédé par sa séduisante victime, Corey Parker. Il surveillait ses allées et venues et il l'épiait dans son appartement quand il en avait l'occasion. Toujours selon les procureurs, Robert a vu Corey se préparer pour sortir avec ses amis la veille de l'Action de grâce. Armé d'un couteau et portant des gants, il s'est glissé dans l'appartement de Corey par la fenêtre de la cuisine. Tout porte à croire qu'il s'est caché quelque part, peut-être dans sa garde-robe, en attendant son retour.
Corey ne pouvait se douter que quelqu'un s'était introduit chez elle. Elle s'est mise au lit. C'est à ce moment-là que Denny décide de passer à l'attaque. Mais Corey s'est débattu beaucoup plus vigoureusement qu'il ne l'avait prévu. Elle a réussi à lui arracher une touffe de cheveux qui contenait son ADN. Et le briquet de son agresseur a glissé de sa poche pendant la bagarre. Il l'a poignardé sauvagement à maintes reprises et ce faisant, il s'est coupé et il a saigné à l'intérieur de son gant. En sortant de l'appartement par la fenêtre de la cuisine, il a laissé une tache de sang sur le rebord de la fenêtre. Son ADN le trahira. Robert Denny subit son procès pour meurtre au premier degré. Le jury ne délibère que 45 minutes. We, the jury, find the defendant guilty of murder in the first degree as charged in the indictment. We, the jury, further find that the killing was done with premeditation. Comme il n'avait que 17 ans et qu'il était encore mineur au moment du crime, Robert Denny est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais une question demeure. Qu'est-ce qui l'a poussé à commettre un crime presque identique à celui que son frère avait commis? Robert Denny est difficile à comprendre. Il vient d'une famille dysfonctionnelle, aux problèmes probablement plus graves qu'on ne pourra jamais l'imaginer. Il a tout nettoyé méthodiquement. En se montrant aussi soigneux, il a bien failli s'en tirer. Mais grâce à une goutte de sang et à un cheveu, il a été condamné pour meurtre. Cette jeune fille était très sympathique, très intelligente et très belle. Elle avait 25 ans et un bel avenir devant elle. Elle venait d'une bonne famille et elle avait beaucoup d'amis. Elle avait tout pour être heureuse. Et en un instant, un meurtrier sans scrupules lui a enlevé la vie. Un corps est complètement calciné. C'est impossible d'identifier la victime. Mais un matériau de construction particulier fournit un indice. Ce plâtre était différent. Je me demandais ce que c'était, je n'avais jamais vu ça. Mais qui est la victime et qui souhaitait sa mort? Il fallait que j'interprète artistiquement ce que le feu avait détruit. Peu après minuit, la veille de Noël, un automobiliste roule en direction sud sur l'autoroute 83 près de Baltimore quand il signale un feu de broussailles sur le bas-côté. Un pompier volontaire arrive le premier sur les lieux. Il a enjambé le garde-fou, descendu un remblai escarpé et il s'est dirigé vers le feu. Au début, il pensait que c'était un mannequin, mais en s'approchant, il s'est rendu compte que c'était un être humain. Une fois le feu éteint, il est impossible d'identifier la victime. Il s'agit d'un homme de race noire, voilà tout ce qu'on sait. Il n'avait pas de portefeuille. Rien ne permettait de l'identifier rapidement. L'odeur d'un accélérant est perceptible. On a trouvé une canette calcinée qui, d'après nous, contenait l'accélérant qui avait nourri le feu. Et pas très loin du corps, un peu plus haut sur le talus, on a trouvé un briquet qui semblait être là depuis peu. Sous le corps se trouve une bâche de plastique à moitié fondue. C'était l'œuvre de deux personnes. Un seul individu n'aurait jamais réussi à transporter un cadavre par-dessus le garde-fou et à descendre jusque-là, surtout que le sol était glacé. Il fallait absolument qu'il soit deux. Tout portait à croire qu'il s'était débarrassé du corps à cet endroit après avoir commis le meurtre ailleurs. Le médecin légiste constate que la victime a reçu 3 balles dans la tête. Les projectiles ont transpercé le crâne de l'homme. Comme il n'y a ni suie ni débris dans ses poumons, le médecin légiste conclut que l'homme était déjà mort avant que le feu ne le consume.
Ses mains et ses pieds avaient manifestement été attachés avec du ruban adhésif avant qu'on le brûle jusqu'à le rendre méconnaissable. Les enquêteurs tentent malgré tout de dessiner un portrait robot de la victime grâce aux rares traits que l'on peut encore distinguer. On savait que l'enquête ne pouvait pas démarrer tant qu'on ne connaissait pas l'identité de la victime. Heureusement, le crâne est intact. Certaines mesures comme la ligne des sourcils, la hauteur des pommettes et la longueur et la largeur de la mâchoire sont encore reconnaissables. La victime a reçu 3 balles dans la tête. Elle n'avait plus de dents, ou presque. Un côté du visage comportait de graves brûlures, tandis que l'autre côté était complètement calciné, sans oublier l'édème causé par la chaleur intense du feu. Quelques-unes des tresses à l'africaine de la victime demeurent intactes, ce qui permet à l'enquêteur Lang de faire un dessin un peu plus réaliste. Au bout de 2 jours, un portrait robot est prêt à être diffusé. C'est un mélange de science et d'art. Les enquêteurs ont tout de même de la chance. Si le feu avait brûlé un peu plus longtemps, il leur aurait été impossible de tracer ce portrait. 15 minutes de plus et l'enquête aurait été complètement différente. Le portrait robot est diffusé dans les médias de la région. 3 jours après le meurtre, une femme de Harrisburg, en Pennsylvanie, contacte les policiers pour leur dire que la victime ressemble à son petit ami, Wesley Person, âgé de 26 ans. Elle a mentionné que le portrait robot ne montrait pas la boucle d'oreille qu'il portait à l'oreille gauche. Je l'avais volontairement omise de mon dessin. Les enquêteurs connaissent Wesley Person. J'avais déjà croisé le chemin de Wesley Person environ 6 ans auparavant. J'étais son avocat dans une affaire de trafic de drogue dans laquelle il était mêlé. Les empreintes digitales de Person sont fichées depuis cette arrestation. On les compare aux empreintes partielles qui ont résisté aux flammes. Seuls 2 de ses doigts n'avaient pas brûlé. Ils avaient été protégés en partie par la bâche qui avait servi à l'envelopper. Les empreintes concordent, il s'agit bel et bien de Wesley Person. Les enquêteurs connaissent maintenant l'identité de la victime, mais s'ils veulent retrouver ses meurtriers, ils doivent d'abord trouver le lieu du crime. Il n'y a pas de mystère quant à la façon dont Wesley Person a été tué. Il a reçu 3 balles dans la tête à bout portant. Ensuite, son corps a été brûlé en bordure d'une autoroute du Maryland. Il n'y avait pas de témoins. Les restes calcinés sur le bord de la route étaient le seul élément de preuve. Il n'y avait rien d'autre. Les enquêteurs apprennent que le cousin de Wesley est l'un des derniers à l'avoir vu. Ce jour-là, les 2 hommes ont fait des emplettes de Noël ensemble. Son cousin raconte que Wesley avait énormément d'argent dans ses poches ce jour-là. C'était une grosse somme d'argent. Je ne pourrais pas dire combien, je ne le sais pas. Mais il avait une grosse liasse de billets. Il cherchait un 20 $, mais il avait seulement des billets de 50 et de 100 $. Le cousin de Wesley raconte également qu'après avoir terminé ses achats, Wesley est parti avec des amis qu'il ne connaissait pas. Il a ajouté qu'il semblait y avoir de la tension dans l'air. Ils ont discuté à l'arrière de la voiture. La conversation était très animée. Ce n'était pas une dispute, mais je voyais que Wesley était frustré ou furieux. Il ne criait pas. Les 3 hommes ont quitté les lieux et le lendemain, Wesley Person était mort. Les enquêteurs interrogent les proches de Wesley. Ils apprennent que les hommes qui correspondent à la description de son cousin sont des amis de longue date de la victime, Justin Glover et Lawrence Morrell. Les 2 hommes sont dans la jeune vingtaine et comme Wesley, ils ont déjà eu des démêlés avec la justice. Mais ils n'ont jamais purgé de peine de prison et n'ont jamais été accusés de crimes violents. Ils se connaissaient depuis fort longtemps. Depuis l'époque où Person avait vécu à New York. Lors de leur interrogatoire, les 2 hommes nient toute implication dans le meurtre de Wesley.
Ils ont déclaré avoir déposé leur copain chez lui et ne l'avoir jamais revu. Les sacs de ses achats de la journée ont été retrouvés chez lui. Wesley Person est effectivement rentré à la maison. Les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition pour fouiller la maison de fond en comble. On a pulvérisé du luminol partout, mais on n'a absolument rien trouvé de compromettant dans la maison. Rien ne laissait croire qu'il avait été tué chez lui. Les policiers fouillent également le véhicule de Lawrence Morrell dans lequel Wesley Person est monté après son magasinage. On a examiné l'intérieur et le coffre du véhicule dans l'espoir d'y déceler des traces de sang, ce qui nous aurait appris qu'une agression y avait été commise. Il n'y avait absolument rien. Les enquêteurs découvrent enfin un indice potentiel. Lors de l'autopsie de Wesley Person, des matériaux sont retrouvés dans la bâche de plastique qui enveloppait son corps. Dans le creux des reins de la victime, le médecin légiste a découvert une grosse quantité de débris de matériaux de construction qui avaient résisté aux flammes. Il s'agit de petits fragments de cloisons sèches peintes et de quelques morceaux de plâtre. Ils étaient gros comme un ongle, mais ce plâtre était différent. Ils se distinguent par des espèces de fils incrustés dans les morceaux. Je me demandais ce que c'était et si c'était important pour l'enquête. Je n'avais jamais vu ça. C'est ma curiosité naturelle qui m'a poussé à retirer ce filament de l'échantillon et à en chercher d'autres. L'experte en analyse de traces Cassandra Burke extrait ces fils pour les examiner sous un microscope qui grossit 40 fois. J'ai tout de suite découvert que c'était des poils d'animaux. Avant les années 40, les poils d'animaux étaient couramment utilisés comme liant et fortifiant dans le plâtre. Voilà qui signifie que le meurtre avait probablement été commis dans une maison construite avant 1940. Malheureusement, elle se compte par milliers. Le jour de sa disparition, Wesley Person transportait une importante somme d'argent selon son cousin. Il a quitté le centre commercial avec ses amis Justin Glover et Lawrence Morrell. Les enquêteurs se demandent pourquoi Wesley Person avait autant d'argent sur lui alors qu'il ne travaillait pas. En fouillant son passé, ils apprennent que Wesley faisait l'objet d'une enquête concernant une fraude dans une institution bancaire de la région. Justin Glover et Lawrence Morrell étaient également soupçonnés dans cette affaire. Ils étaient impliqués dans une combine frauduleuse. Ils présentaient de faux documents pour obtenir des prêts. Et ils empochaient l'argent. L'arnaque alléguée nécessitait une couverture. C'était habituellement une jeune femme qui faisait croire qu'elle voulait acheter une voiture d'occasion. Après avoir obtenu un prêt de l'institution bancaire, elle n'achetait pas la voiture. Elle partageait plutôt la somme avec Wesley Person et ses acolytes. Quand l'institution s'apercevait que le prêt n'était pas remboursé, elle ne pouvait pas récupérer la voiture pour défaut de paiement parce qu'elle n'avait jamais été achetée. L'arnaque ruinait la cote de crédit de la jeune femme, mais la réputation de Wesley et de ses partenaires demeurait intacte. Plusieurs personnes du milieu bancaire accordaient des prêts sans faire d'enquête de crédit poussé. Pendant 2 ans, Wesley Person et ses complices ont détourné environ 120 000 $. Est-ce possible qu'une querelle entre les 3 escrocs soit à l'origine du meurtre? Selon mon expérience, le manque de respect joue souvent un grand rôle dans les meurtres au sein de cette communauté. De vrais hommes d'affaires ne l'auraient pas tué. En fouillant le passé des amis de Wesley, les enquêteurs relèvent une coïncidence intéressante. Lawrence Morrell travaille dans le milieu de la construction. Il achète des vieilles propriétés résidentielles d'Harrisburg en Pennsylvanie pour les rénover et les revendre à profit. La victime avait été enveloppée dans une bâche de plastique dont on se sert pour les travaux de rénovation. Voilà qui expliquerait aussi les étranges fragments de plâtre trouvés avec le corps de Wesley.
Se pourrait-il que le lieu du crime soit l'une des propriétés en rénovation de Murrell? Il était propriétaire de 5 maisons à Harrisburg, en Pennsylvanie. On s'y est intéressé de plus près pour constater que 3 d'entre elles étaient vacantes au moment du meurtre. La maison qui demande le plus de travaux se trouve sur la 13e rue Sud, au centre-ville de Harrisburg. Elle a été construite dans les années 30, à l'époque où les ouvriers se servaient de plâtre constitué de poils d'animaux, comme celui retrouvé avec le corps de Wesley Person. On espérait trouver des douilles ou des trous de balles dans les murs. On espérait trouver des indices, sans succès. Les enquêteurs pulvérisent du luminol dans le sous-sol de la maison en rénovation de Lawrence Murrell. Mais un problème inattendu se pose. Les experts scientifiques m'ont expliqué que le sol de Harrisburg est riche en fer et que la présence de fer donne des faux positifs avec le luminol. Au sous-sol, les enquêteurs trouvent un amas de débris entassés dans un coin. Ils envoient le tout au laboratoire judiciaire. Au microscope, les scientifiques découvrent des morceaux de cloison sèche comportant des éclats de peinture bleue et rose identiques à ceux trouvés avec le corps de Wesley. Quelles sont les chances que 2 personnes achètent les 2 mêmes couleurs de peinture et qu'ils peignent leurs murs de façon identique au fil des ans? Mais est-ce que les 2 échantillons proviennent vraiment de la même peinture? L'experte les examine sous un microscope électronique à balayage. Les différentes caractéristiques de ce microscope nous permettent d'analyser la composition chimique de la peinture. La composition chimique des 2 échantillons est parfaitement identique. Les scientifiques découvrent également des poils d'animaux dans le plâtre. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel poil. Les poils contenus dans le plâtre trouvé sous le corps de la victime ont quelque chose en commun avec ceux du plâtre de la maison en rénovation. J'ai pu conclure que les poils venaient du même animal. Les enquêteurs avaient trouvé la bonne propriété. Ils étaient au bon endroit. Mais la preuve la plus accablante vient d'un bout de tuyau trouvé au sous-sol. Les analyses révèlent qu'il présente une minuscule tache de sang. De plus, l'analyse de l'ADN est sans équivoque sur l'origine de ce sang. C'était le sang de Wesley Person. On avait trouvé le lieu du crime. Le sang de la victime s'y trouvait. Les enquêteurs savent qui a prémédité le coup. Justin Glover est un idiot. Lawrence Murrell est plus rusé. C'était le cerveau de l'opération, celui qui a tout planifié. Les enquêteurs sauront-ils prouver que Justin Glover et Lawrence Murrell se trouvaient sur les lieux du crime? Lawrence Murrell et Justin Glover nient toute implication dans le meurtre de Wesley Person. Ils prétendent tous 2 avoir des alibis. Les enquêteurs consultent le registre des appels des téléphones cellulaires des 2 suspects. Le téléphone de Glover était facile à localiser parce qu'il était toujours en train de recevoir des appels ou d'en faire. Grâce à ces coups de fil, on a pu savoir quelle était la tour de téléphonie cellulaire la plus proche. Glover prétend qu'il était avec sa petite amie. Il a appelé sa petite amie de son téléphone cellulaire à plusieurs reprises. Il n'avait certainement pas passé la soirée avec elle. Selon le registre des appels, Glover était dans les environs de l'endroit où le corps calciné a été retrouvé. Le registre des appels du téléphone de Lawrence Murrell révèle qu'il se trouvait au même endroit. À 4h30 du matin, son téléphone a servi tout près de l'édifice du Capitole de Harrisburg, comme en témoigne l'emplacement de la tour de téléphonie cellulaire. Murrell vérifiait sa messagerie vocale. Étrangement, quelqu'un d'autre faisait la même chose, précisément au même endroit, au même moment. À 4h30, Justin Glover vérifiait sa messagerie vocale près du Capitole. Leur téléphone cellulaire prouve qu'ils étaient ensemble.
Harrisburg, en Pennsylvanie, se trouve à une centaine de kilomètres de l'endroit où le corps de la victime a été brûlé au Maryland. 10 semaines après le meurtre de Wesley Person, Justin Glover et Lawrence Murrell sont arrêtés et inculpés de meurtre. Selon les procureurs, Wesley Person a encaissé le chèque d'un prêt bancaire frauduleux à l'insu de ses partenaires. Voilà le geste qui aurait signé son arrêt de mort. Wesley Person ne leur a jamais remis leur part. Justin Glover et Lawrence Murrell devaient recevoir au moins $1000 chacun dans cette transaction. Toujours selon les procureurs, Glover et Murrell ont découvert le poteau rose et ils ont voulu se venger. Ils sont venus chercher Person à Harrisburg et l'ont emmené chez lui pour récupérer l'argent qui leur était dû. Wes. Wes. Wes, cool. No, that's Wes. Yo, I got the money right here, man. Right here. Yo, calm down. Yeah, that's right. That's right. Let's just go. Come on. Ensuite, ils ont fait monter Wesley de force dans leur véhicule pour le conduire dans la maison de la 13e rue Sud que Murrell rénovait à Harrisburg. Les preuves démontrent que c'est là que les deux hommes ont tiré 3 balles dans la tête de Wesley Person. Du sang a jailli sur un morceau de tuyau sur le plancher du sous-sol. Les meurtriers ont nettoyé les lieux, mais cette tache de sang leur a échappé. Ils ont enveloppé le corps dans une bâche de plastique, sans se douter qu'ils transportaient en même temps de petits morceaux de plâtre constitués de poils d'animaux. C'est ce plâtre qui les trahira en reliant le cadavre à la maison en rénovation. Après avoir roulé une centaine de kilomètres jusqu'en banlieue de Baltimore, ils ont traîné le corps sur le bas-côté de la route avant de l'arroser de diesel et d'y mettre le feu. Mais les flammes n'ont pas entièrement consumé le corps de Wesley. Ces restes ont permis de tracer ce portrait robot ressemblant, tandis que les poils d'animaux contenus dans le plâtre et la bâche de plastique ont conduit directement les enquêteurs au lieu du crime. Sans le tas de débris et le bout de tuyau, le meurtre de Wesley Person ne serait toujours pas résolu. Justin Glover et Lawrence Murrell sont reconnus coupables de meurtre au premier degré et condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ces gars-là ont commis un geste horrible. Et ils ont fait souffrir toute notre famille. Le meurtre était planifié, tout comme l'opération de maquillage. Mais ils n'ont pas réussi à détruire l'ensemble des preuves. Quand je repense à cette affaire, je me dis que ça a été une enquête criminalistique exceptionnelle. C'est sans contredit le meilleur travail d'enquête criminalistique que j'ai vu de ma carrière. Cette affaire résume tout ce qui peut se faire en matière de criminalistique de nos jours. C'est l'affaire la plus intéressante de ma carrière. On aurait cru que leur amitié était plus forte que l'argent. Mais dans ce cas-ci, l'argent était plus fort que l'amitié.